L'emploi, on en parle. C'est le podcast du Forum, le service public de l'emploi et de la formation professionnelle en Wallonie. Vous découvrez toute l'actualité liée à l'emploi à travers ces podcasts. Nous partons à la rencontre d'experts un peu partout en Wallonie pour vous donner des conseils, présenter les services du Forum aux demandeurs d'emploi et aux entreprises, parler des formations disponibles aussi ou encore des secteurs porteurs. À tout moment, vous pouvez trouver l'ensemble de ces informations et bien d'autres sur le site du Forum www.leforum.be. Et dans cet épisode, nous nous intéressons aux nombreux services en ligne proposés par le Forum, le numérique qui est devenu incontournable dans notre quotidien et qui joue même un rôle important dans la recherche d'emploi. Certaines compétences numériques sont nécessaires pour faciliter cette recherche d'emploi, d'autant que le marché du travail se digitalise de plus en plus. L'utilisation croissante du numérique s'avère donc particulièrement exigeante pour les demandeurs d'emploi. Elle l'est également pour les professionnels qui les accompagnent. Avec nos experts du jour, nous allons donc essayer de mieux comprendre l'ampleur du phénomène, les services proposés par le Forum au niveau du digital, et nous nous intéresserons aussi aux tendances pour les mois et années à venir, avant de terminer avec un service bien concret du Forum à destination des demandeurs d'emploi. Dans un premier temps, nous allons donc nous concentrer sur la vulnérabilité numérique que peuvent connaître certaines personnes. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Thierry Deric, directeur du département de transformation digitale au Forum. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors on en parle de cette vulnérabilité, voire même une fracture numérique qui existe bel et bien en Wallonie. Oui. Quand on parle de la vulnérabilité numérique, en général, on évoque deux grandes situations, c'est-à-dire la capacité des personnes à se connecter, donc à disposer de l'équipement et de la connexion. Donc c'est vraiment la fracture digitale de premier niveau. Est-ce que j'ai accès, effectivement, est-ce que la population wallonne a accès aux services digitaux? Quelques illustrations. 92% des ménages wallons disposent d'une connexion Internet à la maison. Ça veut dire qu'il y en a aussi 8% qui n'en ont pas. Donc ça, c'est déjà un premier élément. On a un peu moins de 10% des personnes qui ne sont pas connectées. Et ce qui est intéressant, c'est que au plus vous avez un niveau de revenu élevé, au plus vous êtes connecté. Donc globalement, les personnes qui disposent de moins de revenus, on est à peu près à 80% de connexion. Les personnes qui ont des revenus élevés, on est quasiment à 100%. Donc ça, c'est un premier niveau. Donc cette tendance, après l'effet Covid, a eu cette tendance à diminuer. Donc l'écart, il y a de plus en plus de gens connectés. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Est-ce que la Wallonie est plus touchée que les autres régions ? Alors, pas tellement en termes de connexion, mais plutôt en termes de compétences. Donc, toujours sur ce volet de connexion, on a 17% des gens qui ne disposent que d'un smartphone pour accéder aux services numériques. Donc, ils ont une connexion, mais c'est que via un smartphone. C'est intéressant, on va revenir dessus. Autre élément qui est intéressant à regarder, finalement, est-ce qu'il y a des différences entre les personnes les plus âgés, les personnes à fleur de l'âge et les plus jeunes. Donc, on parle beaucoup du fait que les digital natives, ceux qui sont nés avec Internet, sont-ils finalement plus connectés, moins connectés que les autres. En réalité, donc on a vu l'effet qu'avait la différence de revenus sur la capacité à se connecter. Pour les plus jeunes, c'est pas tellement la différence de revenus, c'est la différence de qualification. Donc, on voit un effet très net entre les personnes qui sont moins diplômées. Donc, 22% d'entre elles ne disposent pas d'une connexion autre que le smartphone. Les personnes qui ont plus de formation ont un taux de connexion autre que le smartphone qui est bien plus élevé. Donc, eux utilisent toutes sortes de supports. Qu'est-ce qui peut expliquer que finalement, ceux qui sont moins connectés, alors même qu'ils sont digital natifs, ne soient peut-être pas attirés par le numérique? Non, c'est plutôt vraiment un volet de compétences. Donc, et là, je vais arriver peut-être le deuxième niveau. C'est ce qu'on appelle le deuxième niveau de fracture digitale. C'est pas est-ce que j'ai accès à une connexion, mais bien est-ce que je peux l'utiliser à des fins utiles. Et alors là, c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Donc, pour l'instant, on considère que 49% des Wallons ont des compétences faibles en digital. Ah oui, quand même. Oui. 49%, donc près de la moitié. Près de la moitié. Alors, si on compare avec les régions proches, donc à Bruxelles, on est à 46%. Il y a des facteurs explicatifs. Ça. Et en Flandre, à 39%.
Donc, on voit effectivement que la part de la population qui a plus de difficultés à utiliser les services digitaux est un peu plus importante en Wallonie. Alors, on peut aussi se dire, tiens, au fond, est-ce que c'est un problème d'âge ? Et je reviens sur les digital natives. Eh bien, on a encore une fois le même type d'écart entre des personnes qui sont fortement diplômées et faiblement diplômées. Les personnes qui sont fortement diplômées, seuls 22% d'entre elles ont peu de compétences digitales. Ah oui. Parmi les gens qui sont moins qualifiés, on a près de 45%. Donc, on voit qu'il y a encore une fois un écart. Donc, le niveau de diplomation, le niveau de formation générique influe tant sur la capacité à utiliser des services digitaux que sur le taux de connexion et les modes de connexion. Alors, on sait que la période du Covid, par exemple, a vraiment obligé certains, poussé même de nombreuses personnes à se tourner vers le digital, puisqu'il nous restait à peu près plus que ça. Est-ce qu'on a vu les chiffres évoluer grâce au Covid, dans le bon ou dans le mauvais sens, finalement ? Oui, de manière évidente, le Covid a propulsé le recours au digital. Donc, en même temps, toute une série d'entreprises ou d'organisations publiques ont amplifié l'accès à leurs services via le digital. Et par effet, je dirais, notamment les effets de confinement, les personnes se sont davantage connectées, donc probablement qu'il y a eu un effet. En termes de mesures, par exemple, sur les compétences digitales, on a vu un léger taux de croissance de 3% sur le niveau de maîtrise. Donc, quand je parlais tantôt de 49% de la population wallonne qui avait des compétences limitées, on était 3% plus élevé avant le Covid. Donc, il y a un effet. Alors, est-il suffisant ? Ça, c'est d'autres questions. Alors, évidemment, on parle de ces compétences numériques par rapport au marché de l'emploi, puisque, de façon assez standard aujourd'hui, un peu comme tout le reste d'ailleurs, si on cherche un emploi, on a tendance à se dire qu'on va d'abord aller taper sur un moteur de recherche job dans tel domaine. Donc, si on manque de compétences, ça peut être compliqué, en fait. Oui, l'effet sur le marché de l'emploi est multiple. Donc, le premier effet de la digitalisation sur le marché de l'emploi, donc je vais d'abord parler des emplois. Qu'est-ce qui a changé pour les demandeurs d'emploi ? En fait, il y a eu vraiment explosion d'un nombre croissant de postes à pourvoir dans le domaine du numérique. Alors, de quoi parle-t-on ? Donc, des spécialistes en analyse de données, en cybersécurité, en programmation, l'automatisation, l'Internet des objets, etc., etc. Donc, des gens qui sont des experts de ces matières digitales. Donc là, on a une explosion du nombre de postes avec toutes sortes d'effets, notamment sur les salaires. Et ça concerne évidemment la niche des gens qui travaillent ou qui souhaitent travailler dans le secteur digital. Mais au-delà de ça, ce qu'on a surtout assisté, c'est une mutation complète des postes de travail. J'ai pour habitude de me référer, par exemple, même dans des postes qui sont réputés moins qualifiés. Donc, par exemple, les aides-ménagères, pour prendre cet exemple-là, eh bien, la communication des endroits où elles doivent prester, leur compte-rendu se fait par voie digitale. Donc, il n'y a quasiment plus aucun poste de travail qui ne requiert aucune compétence digitale. En termes d'études, quand on regarde ça, on voit que l'évolution des compétences qui sont attendues pour tous les postes de travail, la croissance du recours aux compétences digitales est plus importante que pour les autres domaines d'activité. Donc, là, il y a vraiment une transformation de l'ensemble des métiers, finalement. Et donc, effectivement, ça peut représenter un frein pour un demandeur d'emploi. Exactement. Donc, et là, on réévoque les chiffres de tantôt, et notamment ceux relatifs à aux compétences digitales. Donc, le fait qu'une partie importante de la population, 49%, ont des compétences qui sont encore limitées dans le secteur digital, c'est vraiment un obstacle là, pour l'accès au marché de l'emploi. Donc ça, c'est le premier effet. Tiens, au fond, quelles sont les offres d'emploi qui sont accessibles pour les demandeurs d'emploi aujourd'hui ? En termes de chiffres, on estime que sur plusieurs années, on va arriver à un niveau de 4,5 millions de personnes en Belgique, donc je n'ai pas les chiffres pour la Wallonie, pour lesquelles il va y avoir une nécessaire mise à jour des compétences. Donc c'est énorme. On estime aussi que si l'effort de formation n'est pas réalisé, on a près de 600 000 emplois qui seront perdus. En termes d'action avec notre public privilégié, donc les demandeurs d'emploi, c'est plus de 310 000 personnes sur lesquelles il faudra travailler, soit dans les niches que j'ai évoquées, les marchés purement de la technologie, ou bien dans des métiers sur lesquels les compétences évoluent. Donc ça, c'est l'impact sur le marché du travail. Le deuxième niveau d'impact, c'est la manière dont on se comporte en tant que demandeur d'emploi. Il faut constater tout simplement que l'accès à l'emploi se digitalise aussi. C'est-à-dire que la manière dont on va candidater, par exemple, on passe de plus en plus par le biais de plateformes, même dans nos services publics.
un ensemble d'informations sont plus rapidement et plus aisément accessibles via le digital. Et oui, par email, ne fût-ce que ça, en fait. Exactement. On envoie plus son CV par courrier ou à peu près. Exactement. Et donc ça, donc on n'est plus dans l'évolution du marché de l'emploi, mais bien la manière dont j'y accède. Et là, il y a encore un effort, je dirais, un effort substantiel à faire. On profitait de cet épisode, je le disais en tout début, pour parler des services en ligne du Forem. Je rappelle que vous êtes directeur du département de transformation digitale au Forem. Ça veut dire que le Forem va devenir tout digital ? Non. Très clairement, c'est pas du tout l'objectif, ni la route qu'on suit. Par définition, ce que j'ai évoqué tantôt, notre mission de service public, c'est une mission d'accompagner tous les demandeurs d'emploi. Donc à partir du moment où une partie de notre public rencontre des difficultés dans l'usage des nouvelles technologies, on doit être présent auprès de ces personnes-là. Donc le modèle qu'on utilise, on le qualifie de phygital, c'est-à-dire mélange entre physique et digital. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on fait évoluer l'offre de services. Alors, on reste présent, par exemple, dans des sites, les maisons d'emploi, les directions régionales, les centres de formation. Et ça restera probablement pour très longtemps, étant donné tout ce que j'ai évoqué tantôt en termes d'efforts de formation et d'accompagnement, ça restera une réalité. En revanche, c'est pas parce que cette réalité-là existe qu'une autre réalité n'existe pas, et donc il y a légitimement des attentes pour la moitié de la population qui a accès aux outils digitaux d'accélérer l'accès à l'emploi, d'accélérer les procédures de formation, etc., etc. Et donc on doit être sur les deux champs simultanément. Donc mission de service public, garantir et contribuer à l'accompagnement et à la formation des personnes qui sont en fracture digitale, mais également bénéficier et faire bénéficier nos entreprises, les demandeurs d'emploi, des services plus rapides, distanciels, donc qui requièrent peut-être moins de déplacements et aussi d'énergie, et donc rendre ces possibilités du digital accessibles aussi à nos demandeurs d'emploi. Et aussi pour ceux, comme moi d'ailleurs, qui favorisent le contact humain, on peut les rassurer, il y aura toujours un numéro de téléphone, il y aura toujours des bureaux où on peut rencontrer physiquement quelqu'un. Oui, donc dans cette relation, je dirais, non digitale, à tout le moins deux canaux, donc la disponibilité et la présence effective sur tous les territoires de dispositifs d'accompagnement, premier élément. Et le deuxième élément, un canal qui a de plus en plus de succès et qui est aussi notre canal téléphonique, à travers notre centre de contact, mais aussi des nouvelles formes d'accompagnement aujourd'hui, comme l'e-conseil, donc le conseil à distance. Si je peux résumer, Thierry, donc ce qu'on a évoqué ici, une fracture digitale, elle existe. Les chiffres sont quand même parlants. Près de la moitié des Wallons ont des faiblesses en termes de connexion, donc à l'accès au digital en fait, si je résume de façon assez large, ce qui nécessite de trouver des solutions, puisque comme vous l'avez dit, ça aura un impact assez important sur le marché du travail, avec même des postes qui risquent de disparaître si à un moment donné, on ne sensibilise pas le citoyen et le demandeur d'emploi d'ailleurs à cette compétence digitale qui est nécessaire en fait. Oui, donc la connexion, 10% des Wallons ne disposent pas d'une connexion à la maison. Donc le taux de connexion est quand même relativement élevé, mais il y a quand même une niche de gens qui n'ont pas d'accès à des matériels connectés. Et la moitié des Wallons sont avec un niveau de compétence digitale qui est faible, avec des nuances digitales natives, donc les plus jeunes, et des nuances qui sont aussi liées aux revenus des personnes. Donc les personnes qui ont plus de revenus sont mieux connectées et disposent en général de plus de compétences digitales. Alors pour sensibiliser ces demandeurs d'emploi à l'environnement numérique, évidemment le Forem propose différents services et entre autres des séances qui sont appelées Smart Job pour mieux comprendre ce service et puis ses objectifs surtout. J'ai le plaisir d'accueillir Anthony Savoldelli, animateur formateur des séances Smart Job. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors évidemment, c'est quoi ces séances Smart Job ? Ces Smart Job, c'est un atelier. Donc c'est vraiment un atelier qui va nous servir à faire une détection des besoins au niveau numérique. Comme on l'a expliqué jusqu'ici, au niveau numérique, il y a des personnes qui ont des facilités, il y a des personnes qui ont des difficultés. Alors parfois on pense que c'est dû à l'âge, mais on se rend bien compte dans nos ateliers qu'on a des personnes qui ont 50, 60, mais on a aussi des personnes qui ont 18, 19 ans. Et donc cette fracture, elle est présente. Nous, notre objectif, c'est clairement de faire cette détection pour pouvoir amener aux personnes la solution idéale à leurs besoins. Alors des séances qui sont organisées en présentiel, contact humain d'abord. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces séances ? Eh bien, on va commencer par accueillir ces personnes et on les accueille généralement dans ce qu'on appelle un Smart Corner. Donc un Smart Corner, c'est un espace qui est dédié
à la connectique, d'accord? Donc on y a des PC portables, des tablettes, que ce soit iPad ou Android, téléphone portable, écran connecté à distance et autres. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir montrer aux personnes tout ce qui existe, les sensibiliser au numérique et enlever cette peur qui est existante. Parce que souvent, on n'a pas un problème avec le numérique, on a peur de mal faire. Le demandeur d'emploi, qu'est-ce qu'il apprend pendant ces séances, puisque je suppose qu'il en faut quand même plusieurs finalement pour se familiariser réellement avec ce matériel? En fait, on a un Smart Job. Le Smart Job, c'est 2 demi-journées. La première demi-journée, on va faire la détection du besoin. Et donc, on a différentes pistes à la fin de cette séance. La première demi-journée, on va pouvoir faire la détection, envoyer vers un module 20 heures. On va faire un complément par rapport aux connaissances du demandeur d'emploi. On peut envoyer vers un 40 heures. Là, c'est vraiment les personnes qui partent de rien. Je leur dis souvent, si vous pensez que la souris, c'est ce qui mange du fromage, alors à ce moment-là, on a vraiment de gros problèmes au niveau numérique. Ou alors les personnes qui sont déjà plutôt autonomes, mais qui n'ont pas accès à leur profil, qui n'ont pas d'espace personnel ou qui ne savent pas comment le maîtriser. Alors on peut les envoyer vers un atelier de nos collègues du service emploi, qui eux ont des ateliers, mon profil, mon espace personnel et autres. Donc c'est ça l'objectif, c'est vraiment pouvoir analyser le besoin de chaque personne que l'on reçoit. On essaie de faire des groupes de 10-12 personnes, et on est 2 animateurs, on est toujours ce qu'on appelle le duo gagnant, donc un formateur et un conseiller emploi. Ça nous permet de pouvoir jouer sur les 2 tableaux, pouvoir avoir ce côté pédagogique et le côté sur le terrain avec la connaissance. Donc le Smart Job, si je comprends bien, c'est vraiment le point de départ à la sensibilisation numérique pour faire un petit peu l'état des lieux de la personne qui s'y rend, avec l'objectif après de pouvoir l'accompagner dans son réel besoin de développement. Quelles sont les modalités, en gros, pratiques? Comment est-ce qu'on fait pour savoir quand, où s'organisent ces séances? C'est simple, pour pouvoir s'inscrire, on peut regarder déjà sur le site du forum, on a ce qui s'appelle l'agenda. Alors l'agenda, au niveau du numérique, c'est pas forcément le plus simple, il faut aller sur le site du forum. Voilà. Donc on a aussi toute personne qui accompagne un demandeur d'emploi, donc que ce soit un conseiller à l'inscription, un conseiller sectoriel ou même une personne qu'on a au niveau du call center peut inscrire une personne qui est accompagnée ou qui n'est pas accompagnée mais qui est désireuse de suivre un atelier chez nous. Il n'y a aucun problème, les dates sont vraiment à disposition. Quelle est la fréquence de ces Smart Jobs? Là sur Mons et la Louvière, on est passé à 2 fois par mois parce qu'on se rend compte que ça se remplit bien. Et donc, on essaie vraiment de s'adapter aux besoins. Donc, si on en avait un par mois, on s'est rendu compte qu'il était plein, on en met un deuxième. Et si le deuxième est plein très proche, on va en mettre encore plus proche et on va vraiment tout le temps s'adapter aux besoins. Alors, vous avez parlé de Mons et de la Louvière. Il en existe un petit peu partout. Ça existe partout en Wallonie. Donc voilà, moi, c'est parce que je travaille sur Mons et la Louvière, donc j'ai plus facile de parler de ces 2 ateliers, mais il en existe partout en Wallonie, sans aucun problème. Est-ce qu'il faut s'inscrire obligatoirement avant de s'y rendre? On doit être inscrit obligatoirement. Donc, pour pouvoir avoir quelque chose d'efficace, il est mieux d'être inscrit, parce que sinon on n'a pas le matériel à disposition. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif est d'être proche des gens. Et donc, si on se retrouve avec des personnes qui arrivent, et qu'une fois on a 30 personnes et une fois on en a 4, on ne sait pas fournir le même service. Donc, on préfère limiter à 10-12 personnes. On a toujours quelques absents. Ça nous permet d'être très proche des personnes et vraiment aller aux besoins de chaque personne. Et alors pour s'inscrire, donc il est possible de le faire évidemment en ligne via l'agenda du forum sur le www.leforum.be, mais c'est aussi possible de le faire via le numéro de téléphone ou son référent directement au forum. Tout à fait. Je me permets de me retourner encore une fois vers Thierry, puisqu'on parlait de cette digitalisation. Et moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de me tourner vers l'avenir. Donc, avenir des demandeurs d'emploi qui, s'ils ont besoin, vont trouver ces smart jobs qui va pouvoir les guider. Quelles sont les tendances de l'année à venir, des années à venir finalement, en termes de digitalisation? Dans nos projets, donc les futures avancées pour le forum, très concrètement, le digital learning. Nous allons amplifier, rendre sur beaucoup plus de domaines et dans beaucoup plus de professions la capacité à former les gens via le digital, dans des formules mixtes. Donc, on parle de l'e-learning, mais du blended learning. Donc, on va amplifier de manière très sérieuse la capacité qu'auront les personnes à se former à distance. Donc ça, c'est un axe de travail pour les prochaines années. Le deuxième élément, c'est aussi d'accélérer. Donc, on a évoqué les modalités d'inscription, la capacité à identifier des catalogues de formation. Donc, on va accélérer la manière dont les personnes peuvent rentrer en formation.
Petite chose dont on est assez fier aussi pour l'instant, donc on a lancé notre première app Forem, donc qui permet déjà aujourd'hui aux personnes qui disposent d'un smartphone d'accéder de manière très rapide, très efficace et ludique finalement aux offres d'emploi. Et on va aussi avancer dans ce domaine-là en leur proposant d'accéder aux offres de formation. Et dernier élément, on va encore améliorer l'usage, la qualité des espaces personnels, des profils, des personnes, donc l'entièreté des services qui sont déjà actuellement disponibles en ligne vont être remodelés pour correspondre aussi à des nouveaux usages. Voilà les 4 chantiers qui sont dans nos bacs. Et je profite parce que vous les avez évoqués pour rappeler à nos auditeurs qu'on a consacré tout un épisode de ce podcast L'Emploi, on en parle, à tous les services proposés par le Forem. Entre autres, au-delà de tous les rendez-vous agenda, il y avait aussi toute une série de formations qui sont proposées, que ce soit de la formation pour aller plus loin dans un niveau d'apprentissage, les langues aussi, pourquoi pas, et que donc, si vous voulez le réécouter, c'est avec plaisir, bien entendu. Je vais vous remercier, Thierry, Anthony, pour toutes ces informations que vous avez pu nous transmettre. Je vous invite, vous, auditeurs, à vous rendre sur le site du Forem si vous voulez encore plus d'informations, www.leforem.be. Et puis, si vous faites partie de ceux qui n'ont pas accès finalement au numérique, n'oubliez pas que vous pouvez toujours passer un coup de fil. Comme nous l'a bien confirmé Thierry, il y aura toujours quelqu'un au bout du fil. Merci beaucoup en tout cas, vous n'hésitez pas à partager, à commenter, à poser des questions, pourquoi pas, ça fera peut-être l'objet d'un nouveau podcast. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle actualité, le podcast du Forem, L'Emploi, on en parle. Merci.